Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Europe Hebdo, ici au Parlement européen à Strasbourg. Plus que 5 semaines avant les élections européennes et nous continuons dans cette édition notre tour d'Europe. Cap aujourd'hui sur l'Italie, pays fondateur de l'Union européenne qui fait beaucoup parler de lui depuis près d'un an et l'arrivée au pouvoir d'une coalition contre nature composée du mouvement anti-système 5 étoiles et de la Ligue. Nous verrons dans notre reportage que c'est le parti d'extrême droite qui semble aujourd'hui surpasser son allié. Débat à suivre dans cette émission. Mais je vous propose d'abord de faire le tour de l'actualité européenne des derniers jours avec Aurélie Dafas. Les sociodémocrates reviennent au pouvoir en Finlande. 20 ans après sa dernière victoire, la formation de gauche est arrivée en tête des élections législatives du week-end dernier. Elle dispose d'une très courte avance sur le parti des vrais Finlandais, un parti d'extrême droite eurosceptique. Le chef de file des sociodémocrates va désormais devoir composer une coalition de gouvernement. En Roumanie, le parti de gauche au pouvoir embarrasse les socialistes européens. Alors que le pays est dans le collimateur de l'Union européenne pour une réforme de la justice controversée, les alliés européens du Parti social-démocrate roumain ont décidé de geler leurs relations avec cette formation de gouvernement. Le sort du PSD au sein de la gauche européenne devra figurer formellement à l'ordre du jour d'une réunion au mois de juin. Pour éviter une guerre commerciale avec les États-Unis, les Européens veulent négocier un accord avec Washington. Les échanges devront porter sur les biens industriels. La France a marqué une opposition de principe à l'ouverture de ces discussions avec un pays opposé à l'accord de Paris sur le climat. Mais les 27 autres États membres ont voté pour l'ouverture des négociations. C'est donc désormais à Washington d'accepter cette proposition de paix commerciale. Les Européens repoussent la date du Brexit. Réunis en sommet extraordinaire, les dirigeants des 27 ont accepté un nouveau report, uniquement pour laisser le temps nécessaire à l'adoption de l'accord de retrait. Avec une date butoir, le 31 octobre 2019. Un choix protecteur selon Emmanuel Macron. Cette butée du 31 octobre nous protège, parce que soit ils ont un accord, et c'est très bien, et nous pouvons à ce moment-là discuter des relations futures et poursuivre notre cheminement, soit ils décident eux-mêmes de retirer le Brexit, soit de toute façon, le no deal, qui n'est pas notre préférence, reste une option. La balle est désormais dans le camp des Britanniques. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Charles Tannock. Bonjour. Bonjour. Vous êtes britannique, député européen conservateur depuis 20 ans dans ce Parlement européen. Oui, c'est vrai. Alors, avant de tenter d'analyser les implications de ce nouveau report du Brexit, j'aimerais que l'on revienne rapidement sur cette actualité qui a touché la France et sa capitale en début de semaine, cet incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un bijou d'histoire et d'architecture. J'imagine que l'émotion autour de cet événement, elle va bien au-delà des frontières de la France, Charles Tannock. Oh, bien sûr. Moi, je suis européiste, catholique aussi. J'adore Paris, j'adore la France. C'est une tragédie, une grande perte. Et au moins, on a sauvé la plupart de la cathédrale. Mais c'est un peu du patrimoine européen. C'est un patrimoine européen et global même. C'est un iconique pour tout le monde, dans le monde entier. C'est une grande tragédie. Et ma mère, qui habite à Paris, elle était en larmes pour ça. Comme beaucoup de Parisiens. On va revenir maintenant sur le Brexit et les implications de ce report avec la première conséquence directe, c'est la participation probable du Royaume-Uni aux élections européennes si l'accord n'est pas voté d'ici le 23 mai. Alors cette semaine, ici à Strasbourg, ça devait être votre dernière semaine en tant que député européen, mais ce ne sera peut-être pas le cas puisque vous avez l'intention de vous présenter sur les listes de votre parti. Comment vous abordez ce scrutin particulier? C'est un peu bizarre, bien sûr. Moi, je suis européiste. J'ai toujours dit que le Brexit, pour moi, c'est une erreur. Mais le peuple a voté en 2016. Il y a le référendum. Madame May a fait les grands efforts pour respecter la voix du peuple en 2016. Elle a eu son accord de retraite. Elle n'a pas eu l'appui de l'opposition et aussi de certains députés de la droite de mon parti. On va voir maintenant si elle a, avec le rapprochement qu'elle a fait avec M. Corbyn pour trouver un compromis. Peut-être dans l'union douanière, ça va fonctionner, mais c'est probable qu'il y aura des élections européennes maintenant. Et moi, j'espère être candidat et de représenter Londres, comme je l'ai toujours fait pendant 20 ans, et faire tout le mieux pour les citoyens qui votent pour moi. Comme les Britanniques, j'imagine, en effet, on est presque 3 ans après le référendum. Comment les Britanniques abordent ce scrutin, vous pensez?
c'est intéressant. Ils ont fait des sondages et la majorité où ils sont favorables ou indifférents à les élections européennes. Il y a 40% qui sont fâchés qu'il y aura des élections. Le problème, c'est qu'il y a les partis de droite, extrême droite, qui veulent sortir. Il y a 2 partis eurosceptiques maintenant. À leur avis, les élections sont une espèce de deuxième référendum, mais c'est pas comme ça, parce que c'est pas les eurodéputés qui peuvent décider la sortie, les résultats des négociations. Ça, c'est dans les mains du Parlement national, des députés nationaux, pas les eurodéputés. Alors justement, ce compromis, ce report, pardon, c'est un compromis risqué pour les Européens, puisque les Britanniques vont pouvoir peser sur le scrutin européen. Certains partisans du Brexit ont déjà annoncé la couleur. On écoute. Si nous sommes obligés de rester dans l'Union, nous devrions devenir le membre le plus difficile possible. Parce que je ne pense pas que l'Union européenne et son jargon s'est comporté envers nous avec une sincère volonté de coopérer. Je ne pense pas qu'une coopération sincère puisse inclure une volonté de casser l'unité d'un État membre lorsqu'il quitte l'Union européenne. Alors les Européens auraient souhaité tourner la page du Brexit avant les européennes, mais le dossier risque d'interférer dans la campagne, dans ces élections, mais dans le travail même du futur Parlement. Charles Tannock. Écoutez, M. Jacob Rees-Mogg, il ne représente pas la position officielle ni du gouvernement ni du Parti conservateur. Il est chef d'une faction de droite eurosceptique dans mon parti. Il est très important dans cet aspect-là, mais il ne parle pas officiellement pour le gouvernement. Et la coopération sincère existera encore. La plupart des eurodéputés élus ici, si nous sommes réélus, nous respecterons le Parlement européen et les traités et tout ça. Et moi, je serai ici, si je suis réélu, pour représenter les intérêts de mon pays, pas pour détruire le projet européen. Ça, c'est vraiment le commentaire fait par Rees-Mogg. Vraiment, à mon avis, c'est très négatif, très destructif. Au dernier Conseil européen, on a vu se dessiner d'importantes lignes de fracture entre les États membres. Il y avait d'un côté donc l'Allemagne et une quinzaine de pays qui souhaitaient un report le plus long possible. Et puis il y avait de l'autre la France qui souhaitait au contraire une extension la plus courte possible. Alors les Européens étaient restés plutôt unis dans ce dossier jusqu'à présent. Mais là, le dossier du Brexit semble les diviser et ça va jusqu'au couple franco-allemand. Écoutez, les sommets sont toujours un compromis à la fin entre une position des Allemands, des Français, des Italiens, etc., etc. Alors on a fini avec la date d'octobre, la fin d'octobre, 31 octobre. C'est aussi possible qu'il faudra avoir une autre prolongation, je ne sais pas, parce qu'il y a la question de non seulement d'avoir son accord de retraite appuyé pour le gouvernement britannique, il y a aussi beaucoup de militants maintenant dans le Parlement national, surtout dans le Parti socialiste travailliste, qui veulent un deuxième référendum. Tout ça a besoin du temps et peut-être aussi des élections anticipées. Vraiment, on ne sait pas comment ça va finir. Alors au-delà des conséquences directes qu'on vient d'évoquer, beaucoup s'interrogent sur l'utilité d'un tel report. La question, c'est de savoir si le Brexit va vraiment avoir lieu. Écoutez, je ne sais pas sincèrement, je ne suis pas clairvoyant. Le plus temps qui passe, le plus faible devient le mandat, ça c'est sûr, parce qu'il y a des jeunes qui peuvent voter maintenant, qui sont plus européistes. C'est intéressant que le Brexit a eu le résultat que les Britanniques connaissent beaucoup mieux maintenant comment ça fonctionne l'Union européenne qu'avant et pendant la campagne. Tous les Européens de tous les pays, même les pays avec des partis de droite populistes, nationalistes comme la France, l'Italie, Salvini, Le Pen, etc., tous ces pays-là, ils ne parlent plus de l'idée de sortir. On n'écoute pas tellement la question de Frexit, Italexit. Le Brexit a été une espèce de vaccin contre tout ça. Donald Tusk, le président du Conseil européen, n'a jamais caché être favorable à un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Une révocation de l'article 50, une annulation du Brexit, ça serait possible? 6 millions de personnes ont signé une pétition pour demander la révocation de l'article 50. Donc Tusk, pour moi, a été un grand étatiste. Il est un vrai Européen. Il respecte le rôle joué par le Royaume-Uni dans le projet européen. C'est vrai que le Royaume-Uni a toujours
une espèce de statut un peu différent des autres. On ne fait pas partie de l'euro, on ne fait pas partie du Schengen, de la politique d'asile et immigration et tout ça. Et à mon avis, la sortie du Royaume-Uni totale, surtout avec un non-accord, un Brexit très dur, va affaiblir le Royaume-Uni économiquement et politiquement et en termes de sécurité, et en même temps affaiblir les 27 qui restent sans nous. Alors rester dans l'Union européenne, à mon avis, ce serait préférable. Mais pour faire ça, il faudra, à mon avis, avoir un deuxième référendum. Merci beaucoup, Charles Tannock, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Comme promis, nous prenons maintenant la direction de l'Italie, où les Européennes vont avoir valeur de test pour la coalition populiste au pouvoir depuis un an. Un pays d'un peu plus de 60 millions d'habitants, dont le poids économique représente 11,22% du PIB de l'Union européenne. L'Italie est un membre fondateur et envoie au Parlement 73 eurodéputés. À sa tête, un président de la République au pouvoir limité, Sergio Mattarella, et un président du Conseil plutôt effacé, Giuseppe Conte, car dans la péninsule, les véritables tenants du pouvoir sont les deux vice-présidents du Conseil, Luigi Di Maio, issu du mouvement 5 étoiles, et surtout Matteo Salvini de la Ligue, les deux formations sorties victorieuses des urnes lors des législatives. Aujourd'hui, c'est le parti d'extrême droite qui caracole en tête des sondages. L'Italie, à l'approche du scrutin européen, c'est un reportage signé Cécile Sixou. Il y a 5 ans, Dario Tamburrano a rangé sa blouse de dentiste. Désigné via Internet comme candidat par les militants du mouvement 5 étoiles, un mouvement anti-système, il a été élu député européen. Ça, c'est la homepage de Rousseau. C'est là que je me logue avec mon profil. On est arrivé en 2014 avec une réputation qui ne correspondait pas à la réalité. Il disait que l'on était incompétent, avec une attitude populiste et destructrice. On a démontré en travaillant dans les commissions et en suivant presque tous les textes de loi dès le départ que cette image qu'on nous avait collée ne correspondait pas à la réalité. Et ceci a été un succès. Le 26 mai prochain, il sera plus difficile pour lui de se faire une place au Parlement européen. Les intentions de vote pour son mouvement, les 5 étoiles, au pouvoir en Italie depuis un an, s'effritent dans les sondages. Mais Dario Tamburrano a du mal à le reconnaître. Les sondages ne sont pas fiables, parce que ces dernières années, c'est comme si les algorithmes ne réussissaient pas à avoir une perception de la réalité et de l'électorat. Pour ce politologue, les tendances sont claires. La Ligue, l'autre parti d'extrême droite du gouvernement qui a obtenu 17% aux dernières législatives il y a un an, surpasse désormais son allié, le mouvement 5 étoiles. 4 mois après les élections, ils avaient 31%. Et de ça, ils ont gagné, et maintenant, c'est presque 36%. L'homme fort, c'est Salvini. Il y a une tradition en Italie qu'il y a beaucoup d'électeurs qui prennent ces décisions dans les derniers 48 ou même 24 heures. L'histoire nous dit que les électeurs qui prennent ces décisions dans les derniers moments, ils votent pour les proposés forts. Matteo Salvini, Dario Crippa le connaît bien. Il a été son attaché parlementaire à Bruxelles. Si ce jeune député italien élu en mars dernier a encore du mal à se faire un nom, il n'a pas d'inquiétude pour son parti, très populaire grâce à son mentor, le ministre de l'Intérieur, et sa politique anti-migrants. La Ligue mise désormais sur les thématiques économiques. Elle pourrait rafler un tiers des sièges italiens au Parlement européen le 26 mai prochain. Il y a 5 ans, on faisait 4%. En ce moment, la Ligue est à 35%. En 5 ans, on a complètement changé la physionomie politique en Italie. Et on se prépare à le faire en Europe aussi, en devenant le parti le plus puissant.
Devenir la première force politique de l'Union, c'est désormais l'objectif de Matteo Salvini. Initialement hostile à l'Europe, l'homme fort de l'Italie a changé de stratégie. Il compte, à l'issue de ces élections, créer un groupe des partis souverainistes qui pourrait peser sur les décisions de Bruxelles. Il va ainsi dans le sens des Italiens attachés à l'Europe, qui dans leur majorité iront voter en mai. J'espère que tout le monde va aller voter, parce que l'Europe, c'est une grande conquête. On doit la garder. J'espère, comme à chaque fois, que l'on défende les intérêts de l'Italie, de notre pays. J'attends que les choses changent et que la gauche puisse être ce qu'elle était avant. La gauche italienne, marginalisée depuis sa débâcle aux législatives il y a un an, compte sur ce scrutin européen pour renaître de ses cendres. Le Parti démocrate a élu son nouveau chef, Nicola Zingaretti, il y a un mois et mobilisé contre toute attente 1 600 000 votants pour ses primaires. Tout de suite, après cette élection, il y a eu dans les sondages une petite croissance de la gauche. C'est-à-dire, c'est comme si les gens de gauche attendaient un signal de vie. No, anzi a 7 va la presentazione di Salvini del gruppo sovranista a Milano, giusto? Pour l'instant, l'impression est que Mouvement 5 étoiles et Ligue du Nord, ils font le gouvernement et l'opposition à eux-mêmes dans le même temps. Et ça, c'est pas bien pour la démocratie, c'est pas bien, bien sûr, pour la gauche qui n'a pas d'espace où chercher à montrer sa voix. Pour les Italiens, l'enjeu de ces européennes serait d'éviter que la coalition entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles, déjà fissurée, n'arrive au point de rupture et provoque une crise interne et de nouvelles élections législatives. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Gilles Pargnot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen français et vous avez rejoint La République En Marche il y a un an. À vos côtés aujourd'hui, Alberto Romagnoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le spécialiste des affaires européennes pour la RAI, la télévision publique italienne. Première question pour vous, Alberto Romagnoli. On a vu dans ce reportage cette tendance qui semble s'inverser avec le parti de Matteo Salvini qui pourrait remporter plus du tiers des sièges italiens dans le futur Parlement européen. Comment vous l'expliquez ? Vous savez, les Italiens, ils ont deux problèmes, l'économie et l'immigration. Et dans les deux domaines, ils pensent que c'est la faute de l'Europe. Sur l'économie, parce qu'il y a des règles européennes qui sont pour l'Allemagne. On dit qu'on a créé l'euro à la façon allemande, et c'est vrai que le niveau de vie des Italiennes, c'est pire après 20 ans d'euro. Et l'immigration, nous, on était laissés seuls par l'Europe. Et ça, il y a des autres chefs de gouvernement qui disent, c'est vrai, on n'a pas assez pour les Italiennes. Manque de solidarité vis-à-vis des Italiens. Il y a aussi le mouvement 5 étoiles qui a peut-être du mal à trouver sa place face à Matteo Salvini, qui est extrêmement médiatique. Oui, c'est le débat de ces heures. On a peut-être une guerre en Libye, et Salvini dit il y a des centaines de milliers de migrants qui vont arriver en Italie. Et les ports italiens, ils vont rester fermés. Et 5 étoiles dit, excuse-moi, s'il y a des gens qui vont fuir la guerre, on doit au moins les aider. Donc il y a une grosse différence de vue en effet sur le sujet de l'immigration qui pourrait risquer de fracturer cette coalition. En tout cas, Matteo Salvini et Emmanuel Macron qui se sont désignés mutuellement comme principal adversaire de l'autre en Europe. Est-ce que c'est aussi le moyen, Gilles Pargnot, d'éviter le clivage traditionnel droite-gauche selon vous ? En ce qui me concerne, à l'occasion de ces élections européennes du 26 mai, le combat que nous devons avoir, c'est démontrer que l'Europe, c'est la solution. Et non pas le problème, comme vous venez de l'indiquer. Donc il y a la nécessité d'expliquer que, par exemple, la problématique grandissante en matière économique, les difficultés économiques que l'Italie peut avoir, c'est parce que nous aurons une nouvelle politique industrielle européenne que nous pourrons effectivement résoudre les problèmes économiques. C'est parce que nous pourrons, à l'échelle de l'Europe, développer une politique migratoire, notamment comme nous le proposons avec les pays du Sud, du pourtour de la Méditerranée européen, pour qu'on ait une union de solidarité
traité sur la migration et qu'ensuite donc on puisse avoir une répartition entre ces pays. Mais sur ces dossiers, il y a aussi ce positionnement contre les nationalistes. Mais évidemment, donc à partir du moment où ceux qui sont anti-européens, comme les nationalistes, veulent moins d'Europe, nous devons donc ainsi expliquer aux Italiens, aux Français et à d'autres membres de l'Union européenne que la solution, c'est pas moins d'Europe, c'est pas de se récroqueviller derrière ses frontières. Au contraire, nous trouverons des solutions parce que nous aurons une politique européenne. Mais c'est parce que nous aurons la possibilité de développer des politiques de migration solidaire avec cette union de solidarité que nous proposons que nous arriverons à trouver cette solidarité et ce partage de la politique migratoire. Alors on va justement écouter cette journaliste sur le thème de l'immigration en Italie dans la campagne. Le thème économique, c'est peut-être le plus important, suivi du thème des migrations. Vous savez, l'Italie a beaucoup payé en termes de devoir gérer les migrations qui arrivent d'Afrique. Et très souvent, on a dit on n'a pas eu l'Europe de notre côté. Et donc ça, c'est un deuxième thème. Dans ce moment, on en parle un peu moins que dans les mois passés, mais je suis sûre que ça va revenir bientôt. Voilà, donc l'immigration, on va beaucoup en parler, on en a beaucoup parlé dans ce débat, mais Matteo Salvini semble changer un peu de stratégie et recentrer son discours finalement sur l'économie. Alberto Romagnoli. Oui, évidemment, Salvini, comme vous avez montré dans les sujets, va devenir la première force politique européenne et l'idée c'est de faire des alliances avec des autres pays pour changer les règles européennes. Après, on sait que c'est toujours très difficile, mais c'est vrai qu'il y a un problème sur les règles européennes parce que la construction de l'euro, c'est pas complet. Et ça fait des années qu'on parle de ça. Et alors, pas seulement les Italiens, je pense qu'ils ont perdu l'espoir que l'euro va changer leur vie. Il y a un débat en France aussi sur ça. Là, il faut faire comprendre également à l'occasion de ces élections européennes que il faut effectivement changer l'Europe. Il faut qu'on ait plus d'équité fiscale, car on doit éviter à l'intérieur même de la zone euro les inégalités fiscales telles que nous pouvons les constater et les connaître. Et nous devons aussi avoir une gouvernance économique de la zone euro qui permette de ne pas avoir seulement qu'une politique financière, une monnaie unique, comme vous le rappelez fort justement à l'instant. Le problème, c'est que les gouvernements italiens ils veulent dépenser plus pour relancer les investissements. Oui. Il dit, nous ne pouvons pas relancer l'investissement parce que Bruxelles dit toujours non. Ça, voilà, et donc nous proposons dans le cadre de ce combat contre les conservateurs, contre les libéraux, la création d'un fonds d'ajustement sur la mondialisation doté d'1 milliard d'euros pour pouvoir faire ces investissements industriels stratégiques à l'échelle de l'Europe. Il y a un sujet économique qui semble diviser la coalition, c'est l'adhésion récente de l'Italie aux fameuses routes de la soie, ce grand projet d'infrastructure chinois. Écoutez. Notre objectif avec cet accord est de commencer à rééquilibrer une disproportion qui fait qu'il y a tant de Made in China qui vient en Italie et trop peu de Made in Italy qui va en Chine. Alors le mouvement 5 étoiles a salué cet accord. Matteo Salvini a plutôt pris ses distances, mais il y a surtout les partenaires européens de l'Italie qui s'inquiètent de ce projet, Gilles Pargnot. Quand on entend M. Di Maio s'exprimer comme il vient de le faire, c'est exactement ce qu'a dit le président Macron récemment au président chinois, en disant nous souhaitons non pas seulement qu'il y ait des investissements chinois en Europe ou en France, mais nous souhaitons que nos investisseurs, nos entreprises puissent aussi investir le marché chinois. Il faut qu'on rééquilibre. Et la difficulté de l'Italie, c'est qu'ils ont fait cavalier seul dans cet accord qu'ils ont signé il y a quelques mois maintenant avec la Chine. Alors la Chine a déjà investi dans le port du Pirée, voilà. En Grèce aussi. En Grèce, oui, non mais... Ce sont les pays les plus endettés. Dans le cas de la route de la soie, il y a des investisseurs chinois qui sont présents partout en Europe. Là, on est sur un accord que l'Italie a voulu développer toute seule, tout seul.
Alors que je pense que nous avons intérêt à faire en sorte que ce soit à l'échelle de l'Union européenne que nous puissions avoir ces accords commerciale vis-à-vis en matière d'investissement, de la Chine. Tant sur le territoire européen que vers la Chine. Alberto Romagnoli. Ce qu'il dit le gouvernement italien, quand le président chinois va à Paris, il firme un contrat de 300 avions d'Airbus achetés des produits en France, ça c'est pas la France qui va cavalier seule, c'est quoi, un business français, un business européen? Ça, n'est pas la propriété de la France. Vous vous souvenez que c'est un projet européen que nous devons avoir en tête. Et c'est aussi pour ça, rappelons-nous, que Airbus est aussi puissant dans le monde parce que nous avons réussi, alors ce n'était pas à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne, mais dans le cadre d'une coopération avec un autre État membre de l'Union européenne. Alors il y a un autre sujet d'inquiétude sur l'économie italienne. C'est une information qui est passée un peu inaperçue la semaine dernière avec le Brexit, mais l'Italie s'est accordée sur un nouveau projet de budget avec des prévisions de croissance revues à la baisse et donc un déficit estimé à 2,4%. C'est exactement le chiffre qui avait été jugé inacceptable par Bruxelles à l'automne dernier. Alberto Romagnoli. Oui, c'est évident qu'il y aura une autre bataille entre Rome et Bruxelles après les élections européennes. Et c'est très évident que le gouvernement italien pense de jouer cette bataille avec une grande armée d'eurodéputés, et peut-être avec des amis dans les pays de l'Est, des amis même en Allemagne et même en France avec Mme Le Pen. Le problème de l'Italie, c'est cette dette à 130%. De rappeler toujours qu'un endettement excessif nuit à la croissance économique et nuit au développement. Donc il faut effectivement veiller, et c'est ce que fait, je pense avec justesse, Pierre Moscovici, le commissaire européen en ce domaine, pour permettre à ce que nos États membres n'aient pas un endettement excessif. On a trouvé un accord ces derniers mois avec ce nouveau gouvernement italien et la Commission européenne. Donc moi j'ai bon espoir que nous pourrons, après les élections européennes, continuer le dialogue pour faire en sorte qu'on puisse trouver ce point d'équilibre entre un endettement qui ne doit pas être excessif, mais ce dialogue ne sera pas de manœuvre qui doit permettre à chacun de pouvoir développer son industrie ou son économie pour plus de croissance. Mais ce dialogue, il peut se faire avec la Ligue ? Bien évidemment qu'il s'est fait avec le gouvernement italien, que ce soit les 5 étoiles ou la Ligue, puisque le gouvernement est constitué de ces deux formations. En tout cas, pour revenir à la campagne en Italie, la campagne pour les européennes, le Parti démocrate a mis le cap à gauche avec l'élection à sa tête de Nicola Zingaretti, qui était le plus à gauche des candidats dans ces primaires. Est-ce que vous pensez que le Parti démocrate, avec ce nouveau président, va être plus audible vis-à-vis de cette coalition en Italie? Vous savez, c'est très difficile parce que comme dire, la plupart des Italiens rejettent l'expérience des gouvernements de gauche des 5 dernières années, c'est-à-dire n'a pas envie de notre Renzi. Alors Zingaretti doit démontrer que c'est un peu différent, beaucoup plus différent de Renzi, et c'est vrai aussi que encore les regards vers l'Europe, c'est un défi, c'est-à-dire montrer que l'Europe ça marche sur l'immigration et sur l'économie. Et comme je disais, ça prend du temps pour faire des projets. Et les Italiens, ils ont des problèmes jour par jour. Ça, je dirais qu'il y a un monde très différent entre Bruxelles et Rome. L'Italie au défi des dossiers migratoires et économiques pour ces élections européennes. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur nos différents sites LCPAN, Public Sénat et rtbf.be. À bientôt pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo.